Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 7 juin 2022. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour rappel, demain, il y a aussi la session de trading live avec Vamfibo. Nous avons changé les horaires, ce n'est plus à 8h mais à 8h30 pour rappel. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez avoir le plan de trading du jour, notamment sur les indices. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce format, eh bien, je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo YouTube. Alors, on a une semaine assez intense sur les marchés entre banque centrale et indicateurs économiques à venir pour clôturer la semaine. Effectivement, on attend la BCE jeudi et les chiffres de l'inflation vendredi à 14h30 aux États-Unis. En attendant, on a eu une belle séance hier sur les valeurs américaines, même si c'est quand même retombé quand même en fin de séance. On a, je dirais, évolué en dents de scie, propulsé, enfin soutenu plutôt par des valeurs à forte croissance, les technologiques, bien que les craintes persistantes sur l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont quand même atténué l'optimisme des investisseurs. Et là, on le sent quand même depuis quelques jours sur la plupart des indices. On fera le point dans la partie technique, mais on consolide. Vous voyez, on a atteint des résistances, on n'arrive pas à aller plus haut, on est dans un range. Voilà, on attend finalement le prochain catalyseur. Et donc, les investisseurs restent focalisés sur l'inflation et le relèvement des taux d'intérêt. Comme je vous le disais, ils attendent des données sur l'inflation avec une nouvelle enquête qui sera publiée ce vendredi et qui devrait indiquer quand même une flambée persistante des prix. Puisque là, je regardais, l'inflation actuellement aux États-Unis est de 8,3% et le consensus s'attend à une inflation de nouveau à 8,3%. Donc, pas de repli en vue, peut-être une stagnation de l'inflation à venir. Parallèlement, on avait le NFP, rappelez-vous, vendredi dernier, le rapport mensuel sur l'emploi, et au vu de la publication, eh bien, cela a amenuisé, j'ai envie de dire, les espoirs de voir la Réserve fédérale opérer une pause pendant le resserrement agressif de sa politique monétaire. Pareil, on fera le point dans la partie macro, rappelez-vous, les opérateurs espéraient quand même que la Fed marque une pause à partir du mois de septembre. Et donc là, tout va très vite sur la planète finance. Effectivement, maintenant, on a du mal à imaginer que la Fed fasse une pause à partir du mois de septembre. On fera le point juste après dans la partie macro. Ce matin, sinon en Europe, bon, on recule en début de séance, on bloque finalement toujours sur les fameuses résistances, peut-être la formation d'un range, peut-être la formation d'un double creux. En tout cas, la remontée des rendements obligataires incite quand même les investisseurs à la prudence avant les grands rendez-vous économiques et monétaires des prochains jours. Là, les rendements du trésor américain à 10 ans se maintient quand même au-dessus de 3%. Un niveau qu'il a franchi hier pour la première fois depuis près d'un mois. On était quand même bien retombé. On avait tapé un peu plus de 3%, on était retombé à 2,8%. Et là, de nouveau, on a une nouvelle jambe de hausse qui s'installe sur les rendements obligataires. Par conséquent, cela impacte les valeurs de croissance, mais aussi les métaux précieux. Petite surprise ce matin aussi avec la banque australienne qui a relevé son principal taux d'intérêt d'un demi-point, une hausse plus forte qu'anticipée. Et elle a prévenu qu'elle devrait poursuivre le resserrement de sa politique monétaire dans les mois à venir pour, encore une fois, juguler l'inflation. Donc quand on voit les mesures prises par la Banque centrale australienne, effectivement qui relève plus fort que prévu ces hausses de taux, difficile d'envisager une pause à venir dans le resserrement monétaire de la Fed. Enfin, ce contexte est quand même d'autant plus défavorable aux actions que les investisseurs attendent aussi avec une certaine anxiété la réunion de la Banque centrale européenne et celle de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, ainsi que la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux États-Unis ce vendredi, comme je vous le disais, à 14h30. Maintenant en Europe,
Le principal indicateur du jour est décevant puisque les commandes à l'industrie allemande affichent quand même une baisse de 2,7% d'avril et c'est quand même leur troisième recul consécutif. Dans la partie macro, ici nous avons un graphique des liquidités, surtout le bilan des banques centrales, donc l'expansion du bilan des banquiers centraux, par rapport à la capitalisation boursière des Fangman, à savoir Apple, Amazon, Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix et Tesla. On constate qu'on a quand même eu un dégonflement de cette bulle. Pour rappel, ces valeurs ont certes été soutenues grâce, enfin, je dirais peut-être pas grâce, mais en partie à cause du Covid-19, effectivement, ce ont été des valeurs dites de refuge durant cette période de confinement. Les techs ont largement explosé, elles ont aussi profité, comme vous pouvez le voir, de l'argent magique, des liquidités à foison qui ont été déversées sur les marchés, puisque comme vous pouvez le voir ici, si on prend le bilan des banquiers centraux, des liquidités qui ont été déversées, on a quasiment doublé en l'espace de 2 ans, ce qui est du jamais vu dans l'histoire de la bourse, si on compare par rapport au précédent cycle. Et donc, finalement, on sort d'un cycle d'expansion de bilan qui a duré quand même quasiment 12 ans, et aujourd'hui, on rentre dans le fameux QT. Là, ici, on était vraiment dans du quantitative easing, donc avec vraiment l'assouplissement monétaire, et aujourd'hui on rentre dans le quantitative tightening, à savoir le resserrement quantitatif. Et donc nous avons les prévisions ici concernant la réduction du bilan et les opérateurs. Alors là on est aux alentours, je crois, un peu plus de 25 000 milliards. Je crois qu'on est aux alentours de 27 000 milliards, en tout cas sur le bilan des banquiers centraux. Et globalement, les opérateurs s'attendent à une réduction du bilan de seulement 3 000 milliards. Mais c'est quand même suffisant pour faire tanguer les marchés, comme on peut le voir. En fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que on est en fait qu'au début finalement du cycle de resserrement, du resserrement monétaire, étant donné que la réduction de bilan a commencé il y a seulement quelques jours. Pour rappel, la Fed a débuté son resserrement monétaire de début juin. Donc on devrait avoir une réduction du bilan de 47 milliards de dollars durant les 3 premiers mois, et ensuite on devrait passer à 90 milliards le reste du temps. En tout cas, c'est ce qui est prévu par la Fed. Bien évidemment, la Fed va peut-être ajuster sa feuille de route et on aura peut-être de nouvelles indications la semaine prochaine lors de sa réunion. Mais en tout cas, actuellement, c'est ce qui est prévu par les membres de la Fed. Et donc, on a à peine débuté la réduction de bilan qu'on a déjà des marchés qui sont toujours sous pression, qui ont du mal à rebondir. On a des investisseurs qui sont peu présents, j'ai le sentiment. Enfin, on a toujours cette ambiance un peu lourde et morose, que ce soit sur les marchés traditionnels ou les crypto-monnaies. Donc là, c'est vraiment un graphique que je trouve pertinent, puisque ça pourrait aussi potentiellement marquer une nouvelle jambe de baisse pour les valeurs technologiques. Voilà. Là, on a surtout pricé les hausses de taux à venir. Certes, on a aussi anticipé un peu les baisses de liquidité, mais rappelez-vous, je vous ai plusieurs fois montré quand même un graphique du S&P 500 avec les liquidités, et on voyait très clairement que le S&P 500 évoluait en tandem avec les liquidités. Donc là, maintenant, on va rentrer dans une ère où il y aura moins de liquidités sur les marchés, en plus d'un cycle de relèvement des taux d'intérêt. Donc par conséquent, ça pourrait encore vraiment fragiliser certaines valeurs, notamment les valeurs de croissance qui sont vraiment corrélées avec les liquidités injectées par les banquiers centraux. Pour moi,
le véritable signal pour vraiment revenir très sereinement sur les marchés, c'est quand la Fed nous dira clairement que elle a suffisamment mis 2 tours de vis pour ne pas de nouveau, comment dire, qu'elle a accompli complètement son resserrement monétaire. Voilà. Actuellement, on a encore des tours de vis à venir, 50 points de base au mois de juin, 50 points de base au mois de juillet, et peut-être même 50 points de base au mois de septembre. Et lorsque la Fed dira clairement c'est bon, on s'arrête ici, c'est suffisant, là j'estime qu'on aura véritablement un signal très puissant pour revenir sur les marchés et potentiellement revenir sur ces grosses valeurs technologiques qui sont actuellement complètement délaissées par les opérateurs. Effectivement, je vous disais la semaine dernière que les opérateurs espéraient en tout cas une pause dans la hausse des taux à venir. C'est ce qui a été un peu pricé, c'est ce qui a aussi expliqué un peu le fin de rebond, enfin le rebond qu'on a eu il y a 2 semaines sur les marchés. Donc effectivement, les opérateurs estimaient à environ 35% que la Fed allait augmenter ses taux de 50 points de base. Donc on pouvait s'attendre effectivement à une accalmie, peut-être soit on marque une pause, soit un relèvement finalement de seulement 25 points de base. Et au vu des derniers événements, à savoir des anticipations au niveau de l'inflation, de la hausse perpétuelle du pétrole, des derniers speakers de la Fed qu'on a eu, notamment James Bullard et Lael Brainard, qui eux ont estimé qu'il faudra continuer à relever les taux tant que cela sera nécessaire, et bien vous voyez qu'on est quand même passé de 35% à 66% de probabilité d'avoir une hausse de taux de 50 points de base. Donc vraiment, tout va très vite. Il y a 2 semaines, c'était bon, on marque une pause, l'espoir revient, et puis finalement, aujourd'hui, on se rend compte que la Fed va devoir procéder à un nouveau tour de vis au mois de septembre. Donc bien évidemment, vous voyez, ça varie très vite. Cela dépendra des chiffres de l'inflation à venir. Effectivement, si on a une stabilisation de l'inflation, c'est quand même pas terrible. J'ose pas imaginer si finalement on a de nouveau une accélération de l'inflation, même si on passe de 8,3 à 8,4, sentiment que les outils mis en place par les banquiers centraux n'ont pas encore eu leurs effets. En revanche, effectivement, si on a une stabilisation, qu'on reste à 8,3, 8,2, forcément, ce n'est pas suffisant pour marquer une pause. La Fed devra une nouvelle fois relever ses taux. Par contre, si on passe de 8,3 à 8% et au cours des prochains mois, on commence à voir une réelle diminution de l'inflation, alors peut-être que la Fed pourra ajuster sa feuille de route. Donc là, ça va être vraiment très important de voir qu'on a les chiffres de l'inflation juste avant la réunion de la Fed. Donc forcément, il va falloir s'attendre à un discours agressif de la Fed si hausse de l'inflation, enfin supérieure à 8,3 ou stabilisation de l'inflation dans les jours à venir. En revanche, peut-être un discours un peu plus accommodant, un peu plus souple, si effectivement on a des données qui montrent que l'inflation continue de reculer et qu'on passe vraiment sous la barre des 8,3, même 8%. Donc vraiment des données très importantes à suivre vendredi à 14h30. Concernant la partie technique, maintenant, globalement, le marché reste dans une phase de stabilisation, comme toujours. Si on regarde d'un peu plus près, on a toujours ce range de court terme. Je vais d'abord regarder en données hebdomadaires. Bon, en données hebdo, pour moi, si on veut libérer le potentiel haussier, il va falloir quand même casser les 6570 points. Donc si on parvient à franchir ce niveau, il y a de la place derrière pour aller chercher 100 points plus haut.
les 6675. Donc ce serait l'objectif à aller chercher, 6675, voire 6700. Donc ça, c'est l'objectif à la hausse si on casse ce niveau. À la baisse, bon, il y a potentiellement un double top en cours de formation. Donc si on casse vraiment les 6415, risque de correction un peu plus profonde vers les 6300 points. Maintenant, on va affiner en données daily. Et là, vous voyez très bien que stabilisation du marché. Voilà. Depuis fin mai, on bute sur les 6570. On a toujours un peu ce pattern de chandelier d'étoiles du soir qui est toujours en formation, sentiment qu'on est quasiment en train de former un deuxième pattern ici. Bon, malheureusement on a une bougie rouge donc ça compte pas vraiment, mais en soi le pattern ressemble quasiment à celui-là. Pour ma part, je considère surtout qu'on est dans un range court terme, qu'il n'y a pas grand chose à faire en attendant la BCE, que pour les traders de court terme, l'idéal c'est de chercher des ventes en haut et des achats en bas, et pour les autres, d'attendre tout simplement la rupture d'une des deux bornes pour se positionner. Donc voilà le range. Ici on a eu un bel avalement 4 heures ce matin, enfin hier plutôt à la clôture. Donc deux scénarios, scénario de trading range, donc ping-pong entre les deux bornes, on cherche des achats ici, des ventes plutôt en haut pour les traders de range, et les autres attendront peut-être d'avoir un peu plus de visibilité après la Banque Centrale Européenne pour prendre position. Et donc effectivement, si on casse les 6415, formation d'un double top, et donc risque de correction en direction des 6310, voire un peu plus bas. Et si on sort par le haut, je viserai 100 points plus haut, à savoir l'objectif des 6674. Donc voilà le plan technique sur le CAC 40. Sur le DAX, c'est à peu près la même chose. On n'a pas un aussi beau, je dirais, range technique comme sur le CAC 40, mais l'idée, c'est à peu près la même chose. Là, l'idéal pour moi, en fait, sur le DAX, c'est vraiment d'aller chercher le haut de range. Voilà. Si on a un très très beau niveau ici en données hebdomadaires, rappelez-vous, c'était quand même le niveau de support qui a tenu pendant quasiment presque un an. Et donc, on a une très belle zone par ici. Voilà. Donc là, pour moi, l'idéal, c'est d'aller chercher le haut de range hebdomadaire pour tenter une vente, pour ensuite retomber. Donc voilà la stratégie que j'ai sur l'indice allemand. Là, je trouve qu'on est encore un peu au milieu de nulle part. Si on peut reprendre un peu de hauteur, hop, et venir vraiment chercher cette belle résistance, pour moi, c'est la zone de vente idéale. 14 008, 14 900 sur le DAX, là, on a une très belle zone de vente. Pour l'instant, un peu comme sur le CAC, fausse sortie par le haut, on réintègre. Bon, à la baisse, pareil, si on casse notre Tenkan, je viserai les 14 130. En revanche, en cas de bonne news, si la BCE, je dirais pas rassure, mais a des propos pas trop agressifs, eh bien peut-être qu'on peut aller chercher ce niveau-là. Mais ici, voilà, ce serait une très belle zone pour moi pour mettre en place un premier plan vendeur. Concernant le Dow Jones, dans un range, pareil. Vous voyez, c'est vraiment le même scénario. On a un micro-range ici sur le cash. Depuis la semaine dernière, il ne se passe pas grand-chose. Donc comme pour le CAC, scénario de trading range, tenter des achats en bas, des ventes en haut, on allège. Et à mon avis, on devrait continuer à ranger dans l'attente de la BCE jeudi et des chiffres mensuels des prêts à la consommation vendredi. En données
Hebdo, effectivement, on se situe quand même pas n'importe où. On est sous le bas de nuage, donc grosse pression de la part des vendeurs ici. On a eu un beau rebond. Pour l'instant, ça cale depuis quasiment 2 semaines. Donc effectivement, si on sort de ce range, on peut aller chercher un peu plus haut, à savoir notre plaquette jaune. Vous voyez ici, on est capé par bas de nuage, plat Tenkan. Chikou, pareil, si ça remonte, ça bute vers le haut du nuage. Maintenant, si on a une belle bougie, une éjection par le haut de ce range, à mon avis, il y a un petit objectif intermédiaire à aller chercher, mais maximum, je viserais les 33 800. Voilà, l'idéal, à mon avis, serait d'aller chercher comme TP2 ce niveau-là. Pour l'heure, plutôt focus sur le range 4 heures. La reprise haussière est toujours en place, je dirais. On n'a pas eu une grosse correction, mais on a un repli, une phase de consolidation. Donc en fait, ce sera à peu près le même scénario que sur le CAC, à savoir un peu ce sentiment qu'on est en train de former un double top, et donc si on casse les 32 620, eh bien on peut de nouveau accélérer à la baisse et mettre fin à cette reprise haussière. En revanche, si on casse à la hausse, il y a de la place pour aller chercher un peu plus haut, notamment notre plaquette jaune hebdomadaire. Là, j'ai essayé d'un peu de cadrer dans un range, un peu un canal baissier, mais voilà, on est dans une phase de stabilisation pour moi. Pas grand chose à faire, très honnêtement. Essayer d'intervenir sur les niveaux clés. Il faudrait de nouveau qu'on ait une puissante cassure Tenkan Kijun à la limite, mais que Chikou se trouve en dehors des prix. Donc ça, ce serait un bon point. On a eu une première cassure Tenkan Kijun. Effectivement, la Chikou était un peu libre de tout obstacle, mais derrière, voilà, ça prend pas. On sent que les investisseurs hésitent, n'ont pas envie de prendre de risques. On a déjà eu un joli rebond et très clairement, il en faut un peu plus maintenant pour continuer à monter. Voilà, donc si les données sur l'inflation et la BCE, en tout cas si on a un discours de la BCE assez souple, même si ça me paraît peu probable, en tout cas on va forcément s'attendre à ce qu'elle nous donne un peu plus de visibilité sur le calendrier, sur son resserrement monétaire et les hausses de taux à venir. Bon, rien de nouveau normalement, mais bon, on s'attend quand même à ce qu'elle évoque une feuille de route sur le resserrement monétaire. Maintenant, si elle se montre pas trop agressive dans ses propos et que derrière l'inflation aux États-Unis eh bien, ne se stabilise pas mais recule, ça donnerait effectivement un nouveau coup de boost au marché pour aller chercher un peu plus haut. Mais globalement, j'estime qu'on a un gros range, surveillez le cash surtout, et tentez de vous positionner soit sur la borne basse, soit sur la borne haute à l'avant, à la vente, oui, si vous avez plutôt un plan vendeur. L'euro-dollar, on a toujours notre plan vendeur qui est en place, avec un stop loss qui est financé. Je reste toujours dans ce plan, très honnêtement. Pour moi, je passerai acheteur si on break les 1,0775. Donc là, le plan n'a pas changé, c'est toujours le même. Maintenant, on avait pris des bénéfices sur ce premier niveau pour financer justement le stop loss. Donc là, la configuration, je dirais, reste la même. J'ai pas le sentiment que les acheteurs montrent beaucoup de force, très honnêtement. Donc je reste toujours dans ce plan vendeur et un peu comme partout, les indices, mais aussi le forex, on a une consolidation dans un range, voire un double top qui est aussi en cours de formation. Donc si on casse par le haut, combien chercher le stop, c'est pas grave, ce stop là a été financé par une prise de bénéfice ici. Maintenant, si on casse à la baisse, tant mieux. Celles et ceux qui n'étaient pas dans le plan vendeur pourront rentrer, mettre un stop loss au milieu du range et viser un retour sur les 1,0520. Et celles et ceux qui veulent renforcer le trade dans lequel on était déjà, eh bien à mon avis pourront le faire
à la cassure des 1,0635. Donc voilà le plan pour l'heure, plutôt un biais baissier. Pas de plan de trading à mettre en place tout de suite dans l'immédiat, soit vous êtes déjà en place, vous êtes protégé, soit vous attendez la cassure de la ligne de coup ici pour aller chercher plus bas ou à la hausse si finalement on parvient à s'extraire de notre canal baissier et de notre zone de polarité située à 1,0774. L'USD Yen, TP1 fait, ici. Donc pareil, on avait mis un joli plan de trading en place sur cette paire, on avait remonté les stops, TP1 fait, TP2 135. Donc là on peut en fait bien remonter le stop loss. Voilà, on a une très belle clôture, je voulais plutôt suivre la MM50, mais quand je vois les belles impulsions qu'on a eues vendredi et lundi, étant donné que j'étais absent hier, vous voyez, on a en fait cassé la résistance ici. Donc là, on peut vraiment remonter le stop loss. Je pense qu'on peut même le remettre un peu plus haut. Voilà, ici. Et prendre des bénéfices. Donc là, stop loss win. Prise de bénéfice. TP2 135. Voilà le plan. Les plus prudents peuvent remonter le stop loss ici, sous la Tenkan 4 heures. Dans tous les cas, vous avez un stop loss win. Je rappelle que le point d'entrée était ici. Je préfère mettre le stop loss un peu plus bas, par ici. En tout cas, grosse prise de bénéfice. Effectivement, le RSI commence un peu à entrer dans un territoire de surachat assez intense. Donc, on n'est pas à l'abri d'un repli. Mais ce serait dommage de se faire sortir si on a juste un pullback ici. Voilà. Pour moi, on a une zone. Donc, on remonte le stop, mais pas trop pour pouvoir encaisser un pullback avant de repartir. Voilà. Et peut-être que là, on est en train de casser notre résistance. On aura juste un court pullback avant de repartir. En tout cas, il ne faut pas trop remonter le stop trop haut, car on est quand même sur on vient de casser une résistance, donc on peut toujours retester cette résistance qui est devenue un support avant de repartir. Donc là on remonte le stop, on prend des bénéfices. TP2, TP final, pour moi ce sera les 135. La UDNZD c'est à peu près la même chose. TP1 a été fait, je vous disais de rentrer un début de position ici et d'attendre un peu plus bas pour rentrer l'autre moitié si on avait un pullback. Voilà, j'aurais aimé un pullback. Je vous disais, bon, l'idéal c'est de l'attraper un peu sur le pullback, d'avoir un meilleur ratio. Et je vous disais en fin de semaine, bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas ce pullback. L'idéal ce serait quand même de splitter la position, rentrer une partie maintenant, et si on a un pullback, eh bien rentrer l'autre moitié. Finalement, on n'a pas eu le pullback, donc c'était quand même intéressant de rentrer un peu maintenant. Vous voyez que le TP1 a été fait. Donc pour celles et ceux qui sont rentrés ici, pareil, prenez des bénéfices. Le TP1 a été fait sur excès. On a une belle résistance. Je pense qu'on peut remonter le stop loss, le mettre par ici. Là, la Tenkan et Shiku, enfin la Tenkan et Kijun vont se mettre à plat. Voilà, on peut remonter un peu le stop loss. Ça finance le stop loss, très clairement. Vous voyez, si on prend des bénéfices, qu'on remonte, logiquement, vous financez en grande partie ce stop loss. Vous êtes même légèrement gagnant pour celles et ceux qui ont réussi à vraiment bien l'attraper sur repli. Je trouve que la configuration reste propre. On bute sur une première résistance. Vous voyez, hop, on a un rejet ici. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Pareil que sur l'USD Yen, on est en train de casser les anciens plus hauts. Ce serait dommage de remonter un peu trop le stop loss et se faire sortir avec un excès sur mèche. Donc là, pour l'instant, je garde toujours ce plan à l'achat. La configuration reste belle. La sortie de drapeau est confirmée. Un premier TP a été fait. Voilà. Maintenant, il faut transformer l'essai et aller chercher un peu plus haut pour vraiment aller chercher de la performance sur ce trade, étant donné qu'on n'a eu qu'une demi-position et pas une position complète. Donc là, il faut vraiment aller chercher un peu plus loin pour vraiment aller chercher de la performance. Et donc TP2 toujours à 1,12, 45, 46. NZD-USD, pour terminer le Forex, une configuration qui me plaît bien aussi, avec
un double top qui a été validé. Donc là, pareil, on avait un plan à l'achat suite à la divergence haussière. Bon, celles et ceux, pour rappel, qui avaient remonté le stop loss un peu trop près, à mon avis, s'étaient fait sortir à BE ici. Peut-être que certains n'avaient pas remonté le stop loss. J'avais quand même fait le suivi. Je pars du principe qu'on a eu un beau rebond. 38,2 maintenant, niveau de la MM50. Et arrivé sur ce rebond, sentiment que le marché commence un peu à caler. Et qu'on a un joli double top aussi en cours de formation. Donc là, même constat. Vous voyez, on est venu faire le pullback, cassure, pullback. Ça nous donne un objectif théorique par ici. Aux alentours de... L'idéal serait de retomber sur cette zone là, 0,6370, 0,6350. donc celles et ceux qui veulent mettre en place un plan de trading ici, bon, pour moi l'idéal serait de placer le stop loss au-dessus de la même 50, juste là. Donc stop loss là et un seul et unique TP. Autant mise à BE du stop loss. Bon, essayez de voir quand même si au cours de la journée vous pouvez affiner votre ratio. Peut-être que certains l'ont pris. Voir si on peut remonter et avoir un meilleur ratio. Car là on a à peine un ratio de 1 pour 1. C'est pas le meilleur des ratios. Si certains ne veulent pas le prendre ce trade parce qu'ils estiment que le ratio n'est pas top, je peux comprendre. Tout à fait. En tout cas la figure est belle. Elle a MM50 au-dessus de la tête. Échec sur le niveau des 38,2 de Fibonacci. Voilà, c'est un trade plutôt de court terme. Bien évidemment, je préfère la configuration sur l'USD Yen ou la UDNZD. Mais ici, on a un beau setup en début de semaine pour avoir scanné plusieurs paires de Forex. Et donc, voilà, l'idéal, je ne joue pas non plus un gros repli, mais juste l'objectif théorique de cette figure pour retomber aux alentours des 0,6365, 0,6350. Donc voilà. Un plan de la semaine qui me paraissait convenable sur le Forex. Le gold, je pense qu'il faut toujours patienter sur cet actif, qu'il se passe pas grand chose, on est toujours enfermé dans le range, très clairement pas grand chose à faire. Vous voyez quand même depuis 3 semaines on se stabilise maintenant. Le marché se cherche. À mon avis, dans l'attente d'indications de la part de la Banque Centrale Européenne jeudi et des données sur l'inflation vendredi. Donc là, pour moi, vraiment, pas de prise de risque inutile avant jeudi, voire vendredi. À affiner sur un graphique en données 4 heures. Si on bascule en données daily, je trouve qu'on n'a aucune indication claire, à part qu'on est dans un canal baissier, mais qu'on fait le yo-yo. Vous voyez, on fait semblant de casser à la baisse, on fait semblant de casser à la hausse, on recasse à la baisse. Bref, machine à laver, hésitation du marché, et effectivement, on est dans un range avec un milieu de range qui se situe à 1850. Donc si on affine, pour moi, vous devez intervenir uniquement sur le haut du range ou le bas de range. Voilà. On a un rectangle de consolidation qui est en train de se mettre en place. Donc les acheteurs doivent plutôt chercher à rentrer vers les 1830, alléger vers les 1870. Si on casse, tant mieux, on va chercher la borne haute de notre canal baissier. Ici, vous voyez, si on casse par le haut du range, le but c'est d'aller chercher notre oblique baissière, hein, la borne haute de notre canal. Maintenant, si finalement ça retombe, eh bien il faudra laisser le marché corriger à nouveau pour intervenir uniquement sur les 1790, 1800 $. Donc voilà les grandes lignes. Pour moi ici, il n'y a rien à faire. Soit on attend un peu plus bas, soit on tente des ventes en haut, soit la cassure
pour jouer derrière l'accélération haussière en direction des 1890. Mais pour l'heure, balle au centre, et on est toujours dans une bataille à l'intérieur d'un range entre acheteurs et vendeurs. Le Brent, ça reste solide, comme toujours. Le pétrole, sentiment vraiment qu'on peut aller chercher un peu plus haut. On hésite, on tricote toujours les 121,60, ça reste fort. Les acheteurs ne lâchent rien. De toute façon, la dynamique est extrêmement forte sur le pétrole. On assiste de nouveau, après avoir eu cette grosse phase de stabilisation, à un redémarrage aussi lent, mais des acheteurs qui gardent la main. On se trouve sous résistance. Bon, très clairement, si on casse les 121,60, il y a de la place pour aller chercher 130. La bougie weekly ne montre pas de ralentissement, en tout cas aucun signe de ralentissement donné weekly, pas de bougie de retournement, pas de bougie vraiment d'hésitation. Bon, on a effectivement ici un très gros niveau. On a fait de l'excès, au mois de mars, mais on n'a jamais eu de clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau. Vous voyez, à chaque fois les 121,60, on a été capé. Donc effectivement, si en fin de semaine on a une clôture hebdo au-dessus des 121,60, le marché enverrait quand même un signal de force non négligeable. De ce fait, j'estime que le marché derrière aura les capacités d'aller chercher les 130 $. Donc plutôt un biais haussier, toujours sur le pétrole, pas envie d'être vendeur ici, je n'ai pas de chantier de retournement, pas envie d'être acheteur sous résistance, mais je pense qu'effectivement si on parvient à casser ce joli niveau, on peut de nouveau tenter un achat pour viser une nouvelle jambe de hausse en direction des 130. Là en données 4 heures, malheureusement je n'ai pas grand chose à dire, à part effectivement qu'on a vu cette cassure Tenkan Kijun. Alors est-ce qu'on avait mis en place un plan de trading ? Je vois qu'il y a un trait bleu ici, cassure Tenkan Kijun, mais Shiku n'était pas totalement libre, enfin butait sur les prix. Bon, je sais pas si certains avaient mis en place un plan de trading. L'idéal reste quand même d'attendre les 121,60. Bon, je garde quand même un biais haussier. On peut essayer de cadrer ça dans un canal. Et pour l'instant, sur toutes les unités de temps, ça reste aussi daily, hebdo, 4 heures, même horaire, je pense. Bon, on est peut-être dans un gros range ici de consolidation. Mais tant qu'on n'enfonce pas les 114,55, les acheteurs gardent la main. Et les acheteurs montreront vraiment de la force si on break ce niveau. Et là, il y aura de la place pour aller chercher derrière la borne haute de notre canal. Le light... Rate c'est la même chose, autant ici on était vraiment libre de tout obstacle. Quand on a eu la cassure, Shiku était ici, à ce moment-là, au moment de la cassure, Shiku ici, donc derrière, hop, ça repart. Et même qu'on stack sur le Brent, je garde ce biais haussier, la dynamique est belle. On a du mal vraiment à s'extraire par le haut de ce canal haussier, mais ça reste haussier en fait. On n'a aucun signal de retournement, aucun signal d'essoufflement. On monte un peu en crabologie. Effectivement, on n'a pas des belles bougies flux impulsives directionnelles, mais en soi, on casse doucement des résistances. Et on n'enfonce pas de support. Donc les acheteurs continuent de garder la main. On a un petit niveau ici. Mais à mon avis, comme sur le Brent, si on casse la fameuse résistance ici, les 121,60, on aura du potentiel haussier pour aller chercher un peu plus haut derrière. Enfin, je trouve que ça va vraiment libérer les obstacles. On va se dégager des obstacles qui nous gênent actuellement. Et il y aura de la place pour vraiment mettre en place un plan swing trade sur le WTI comme sur le Brent. Les cryptos, ça retombe. On avait un beau départ de semaine hier, finalement on retombe complètement, fragilisé par Binance qui risque d'entamer une bataille judiciaire avec la SEC,
car on a à peu près les mêmes inquiétudes que sur XRP. Donc Binance, l'un des plus gros acteurs du marché, est quand même dans la tourmente. La SEC, donc le gendarme américain, a entamé apparemment une procédure contre lui, et la SEC en fait veut tout simplement établir si ce jeton était totalement licite à l'époque et s'il revêtait de toutes les qualités d'investissement et de transparence requises pour l'investisseur. Donc un peu exactement comme XRP. Donc forcément ça plombe un peu l'ambiance en ce début de semaine. On avait un beau départ de flux hier, complètement retombé avec les dernières news de Binance. Bon, encore une fois, le pire n'est pas certain. On travaille toujours ce range, ce bas de range hebdomadaire, qui pour moi se situe ici. 28 000, 30 000. Voilà. Donc 28 600 et voilà, c'est à peu près 30 000 $. Donc c'est le bas de range. Tant qu'on n'a pas de cassure, eh bien, pas d'alerte baissière, mais en cas de cassure, effectivement, je viserai un retour vers les 24 000 $. En tout cas, c'est le plan que j'ai actuellement à la baisse. Si on casse les 28 000, objectif 24 000, voire 22 200, 22 300. Donc ce serait la MM200 par ici. Donc ce serait l'objectif baissier à aller chercher. Et pour l'heure, à la hausse, eh bien, faut qu'on casse les 32 000, voire même l'AMM 50. Donc si on casse ce niveau, hop, il y a du potentiel pour aller chercher les 37 000. Mais pour l'heure, range technique, rien à faire. Les traders les plus aguerris continuent de travailler ce marché de range, en fait, tout simplement. Tentent des achats le plus proche possible de la borne basse, allège en haut et espère une cassure à la hausse ou à la baisse, tout dépend de là où vous êtes positionné. Mais globalement, marché de range, de ping-pong, des ventes en haut, des achats en bas, et encore une fois, soit les plus prudents, soit les plus patients attendront tout simplement une rupture d'une des deux bornes pour se positionner. Et pour viser à la baisse les 24 000 $, et à la hausse, si on break la MM50, oui, les 37 000, 38 000 $. L'Ethereum maintenant, bon, il y a toujours ce plan acheteur qui est en place. La divergence commence réellement à faiblir. On a du mal à reprendre de la hauteur, je trouve. L'ambiance reste lourde et morose. Le niveau mensuel tient toujours. Finalement, le plan est exactement le même que sur le BTC. On a une zone mensuelle. On entame la 10e semaine consécutive de baisse sur l'Ethereum. Le marché a énormément de mal à rebondir. Maintenant, si on enfonce cette zone, il faudra attendre un retour sur les 1380, 1400 pour se positionner. Si finalement la divergence fonctionne, qu'on parvient à casser notre Kijun, ici, ce serait déjà le bon point. Pour moi, c'est casser Tenkan et Kijun, peut-être former un gros double creux. Et bien, objectif 2335. Donc voilà, là il y a la divergence, elle tient toujours, ça reste fébrile. Premier point que je vais noter cette semaine, ça va être la cassure de ma Kijun en clôture. Ça, ce sera un premier point positif. Deuxième point, les 2000 $. Pour confirmer un double creux. Et donc si on reporte la hauteur, ça me donne MM50, 2335 $, voire 2500. Donc voilà les grandes lignes. Donc, soit vous êtes positionné déjà à l'achat sur l'Ethereum, soit vous attendez d'avoir un peu plus de visibilité, soit vous affinez votre point d'entrée sur la bande basse, et dans ce cas-là, vous connaissez le plan.
de la divergence haussière confirmée par la cassure Kijun. Les plus prudents attendront vraiment la confirmation de ce double creux pour se positionner. Et celles et ceux qui sont déjà en place depuis la divergence, eh bien, espérons tout simplement que le marché parvienne tout simplement à tenir ce niveau. Auquel cas, si ça casse, invalidation du plan et pas d'achat selon moi avant 1410-1370 $. Voilà le point sur les crypto-monnaies. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.